Bonsoir à toutes et à tous, vous regardez Bienvenue en Ile-de-France sur le Figaro TV. Comme tous les jours dans cette émission, on traite ensemble des sujets qui vous concernent et qui parlent de notre région. La canicule s'éloigne peut-être, mais elle laisse derrière elle une question embarrassante. Comment un pays qui sait désormais que ces épisodes vont se répéter peut-il encore donner le sentiment d'improviser? Ces derniers jours, l'Île-de-France a vécu au rythme des alertes, des écoles surchauffées, des transports suffocants, des hôpitaux sous pression et des logements impossibles à rafraîchir. La région a débloqué une aide d'urgence pour les lycées et les hôpitaux. Santé publique France a constaté une hausse des recours aux soins liés à la chaleur. Et à Paris, les autorités sanitaires ont recensé, vous le savez, une forte hausse des arrêts cardiaques. Alors bien sûr, il y a la météo, mais il y a aussi ce qu'elle révèle. Nos bâtiments, nos villes, nos réseaux, nos habitudes, tout ce qui a été pensé pour un climat qui n'est déjà plus le nôtre. Et derrière, une question plus politique, plus sociale et plus concrète. Sommes-nous prêts à vivre dans une Île-de-France à 40 degrés? On répond à ces questions avec nos invités autour de la table. En culture, avec Paris is Magic, la gaieté, rive gauche, transforme les clichés, les défauts et les contradictions de la capitale en comédie musicale. Une façon de se demander, en chantant et en riant, si Paris fait encore rêver ou si ce sont surtout les Parisiens qui ont besoin d'y croire. On pense à tous les Parisiens qui sont un peu désespérés en ce moment. Le Figaro Histoire nous raconte le 30 juin 1878, le jour où Paris se couvrit de drapeaux. Ça sera avec Geoffroy Caillet en fin d'émission. La canicule n'a pas seulement fait transpirer la région, elle a révélé un pays encore trop souvent en réaction. Écoles surchauffées, transports étouffants, hôpitaux sous tension et désormais une donnée beaucoup plus grave, celle d'une surmortalité que le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, reconnaît lui-même comme liée à cet épisode de chaleur. Je vous propose qu'on l'écoute. Le chiffre qu'a donné Santé publique, c'est depuis le 24 juin. Donc on a à peu près, il y a une surmortalité de 1000 qui pourrait être imputable à la canicule. Je crois qu'il donne également le détail entre le 24, 25, 26, en insistant sur le fait que ces données ne sont pas consolidées. Ça résulte des remontées électroniques. Voilà, donc moi je suis extrêmement prudent là-dessus. C'est la ministre de la Santé qui communique, mais effectivement, il y a une surmortalité qui est liée à la canicule. Cette canicule dont on va parler, essayer de tirer les enseignements ensemble avec nos invités autour de la table. Thierry Brosse, vous êtes expert énergie et professeur à Sciences Po. À côté de vous, Emma Ferrand, journaliste au service Société du Figaro. Et en face, Anne-Laure Frémont, journaliste sciences et médecine au Figaro. Anne-Laure Frémont, dans votre papier, vous dites que la France est certes mauvais élève, mais finalement, quand on regarde le classement, on est 18e au niveau international. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'on s'est adapté, mais pas assez vite? Ça veut dire qu'on est, comme tu dirais, un bon élève dans une classe médiocre. C'est-à-dire que ça fait quand même quelques années que la France a pris conscience qu'il fallait s'adapter. Il y a un premier plan, la première version du plan d'adaptation date de 2011, donc ça date pas d'hier, mais... Le problème, c'est que l'adaptation, ça concerne absolument tous les secteurs de la société et ça se compte en points de PIB. Donc voilà, c'est un travail de longue haleine qui n'est pas forcément glamour, qui est très technique, pas forcément facile à capitaliser politiquement, mais il va falloir que quelqu'un se lance. Mais ce sujet n'a pas été oublié, c'est ce que vous décrivez aussi dans votre papier. On y pense, mais peut-être qu'on n'a pas été assez ambitieux? Alors on y pense, mais on y pense quand il n'y a pas d'autres crises plus ponctuelles qui ponctuent l'actualité. Et encore une fois, on y pense, mais voilà, on y pense, puis on n'y pense plus. Et puis c'est bien d'y penser, mais le problème, c'est qu'il faut des moyens. Et ça, vous l'avez dit, c'est pas très glamour en termes politiques derrière. Thierry Brosse, on a longtemps regardé l'énergie comme un sujet divers, le chauffage, les pics de consommation, notre facture qui explose, les risques de coupure en janvier. Est-ce que cette canicule, elle marque un point de bascule et finalement on se rend compte que penser l'énergie, c'est penser aussi l'été et ces périodes de très forte chaleur et de canicule qu'on a vécues? Penser l'énergie, c'est essentiel, c'est ce qu'on a oublié. Penser l'énergie, ce que je dis souvent, la souveraineté énergétique est la mère de toutes les souverainetés. Sans énergie, vous n'avez pas d'armée. Donc déjà, le problème est assez vite vu. Et donc effectivement, il faut voir l'énergie sous toutes ses composantes. Et la climatisation en fait partie. Regardez comment on peut s'adapter l'été comme l'hiver, c'est très important. Mais effectivement, on a essayer de saucissonner l'énergie en des petits silos qui étaient en plus pas forcément en cohérence les uns avec les autres, et on a oublié la vision globale et générale énergétique.
Emma Ferrand, vous avez suivi les conséquences sociales, sociétales de cette séquence quand on voit les écoles, les transports, les communes, les familles obligées de s'adapter dans l'urgence, les hôpitaux. Est-ce qu'on peut encore parler d'un événement exceptionnel ou est-ce que finalement on arrive à déceler quand même tous les marqueurs d'une impréparation nationale ? Son intensité est exceptionnelle, ça je pense qu'on est tous d'accord pour le dire. En revanche, chaque année ou presque chaque année, nous sommes face effectivement à des épisodes de forte chaleur de façon assez récurrente. Parfois, pour parler des écoles, parfois ça se passe avant les vacances scolaires, parfois ça se passe après. Donc là, effectivement, la gestion est un petit peu différente. Mais effectivement, il y a cette récurrence et effectivement, la société commence à en avoir un petit peu ras-le-bol justement de voir que rien n'est fait, rien n'est anticipé. Et sur le plan sanitaire, la chaleur a une particularité importante. Elle tue souvent sans spectaculaire, sans image forte. Est-ce que c'est aussi pour ça qu'on a eu tendance à la sous-estimer, Anne-Laure, depuis des années, qu'on la voit d'un œil particulier peut-être ? Alors, l'un des problèmes avec les vagues de chaleur, c'est que ça tue pas forcément ponctuellement. C'est-à-dire qu'on va se rendre compte du vrai bilan dans quelques semaines. Parce que, voilà, il faut déterminer les causes de la mortalité, les enregistrer. Et puis, il y a aussi toutes les morts à domicile dont on n'a pas encore fait tout l'état. Donc ça, c'est quelque chose qui prend toujours un peu de temps. Et on fera un vrai bilan dans quelques semaines. On va parler de l'hôpital qui a quand même été en première ligne et dans tous les sens du terme. Quand on pense à des hôpitaux qui sont saturés par des besoins croissants et en même temps ce sujet d'énergie qui se superpose, la climatisation, les blocs opératoires, les chambres, les frigos à médicaments, les respirateurs. Est-ce que la chaleur, elle révèle aussi la dépendance électrique très forte de nos systèmes de soins, de notre système de santé et donc derrière les risques qu'on prend tout simplement ? Non, je ne crois pas. Je crois qu'en fait, ce que l'on devrait faire en politique énergétique, c'est une politique qui amène de l'énergie abondante, bon marché et décarbonée. Et finalement, on l'a presque tout ça. On a grâce au nucléaire. Et donc, ce n'était pas un problème énergétique, c'est un problème de comment est-ce qu'on utilise et est-ce qu'on se donne les moyens d'utiliser cette électricité. On a été exportateur d'électricité tout au long de la canicule. Donc, on a la capacité d'électrifier le pays. C'est d'ailleurs ce que le gouvernement souhaite faire. On n'est pas un très bon élève. Les Chinois utilisent plus d'électricité dans leur mix énergétique que nous, Français. Donc, ce que vous nous dites, c'est que l'énergie, on l'a. Oui, on l'avait et on n'a pas vraiment pu l'utiliser comme on souhaitait parce qu'on n'a pas les moyens, on n'a pas investi au bon moment ? Parce qu'effectivement, on n'a pas réfléchi à comment utiliser toute cette électricité pour l'intérêt général des populations. Anne-Laure Frémont, est-ce qu'un hôpital peut encore fonctionner normalement quand il doit à la fois soigner plus de patients liés à la canicule, on les a vus, ces arrivées aux urgences massives et consommer davantage d'énergie pour essayer de maintenir des températures supportables? On a vu que des femmes avaient accouché sous 40 degrés, qu'il y avait énormément de personnes âgées qui avaient été admises et qui étaient pour certaines, et on le déplore, décédées à cause des températures dans les hôpitaux. Est-ce que ça, c'est un modèle qui est soutenable ? Alors, comme disait monsieur, le problème, c'est pas l'électricité. L'électricité, on l'a, on en consomme moins qu'on en produit. Oui. Donc, mais si vous n'avez pas les moyens de climatiser ou de ventiler, l'électricité, vous l'avez, mais vous vous en servez pas. Le problème, donc, c'est dans les moyens, c'est sur la clim, la ventilation, l'isolation thermique des bâtiments, sachant qu'en fait, beaucoup d'hôpitaux, alors je sais plus, je crois que c'est je sais plus, j'avais noté, c'est 40 000 bâtiments de soins en France. Beaucoup ont été créés, ont été bâtis dans les années 60, 70, voire 80, et ils ne sont pas du tout adaptés au climat d'aujourd'hui et sans doute encore moins au climat de demain. Est-ce que les normes aussi qu'on observe, des normes qui sont pourtant récentes, sont finalement déjà en train de devenir obsolètes à l'hôpital, mais ailleurs ? Partout. En fait, le dernier plan d'adaptation, qui a été lancé que l'an dernier, il prévoit d'adapter la France à un climat de plus 4 degrés. Donc, plus 4 degrés d'ici la fin du siècle. Ceux d'avant, les plans d'avant, c'était plus 2 degrés. Donc, on multiplie par 2. Donc, toutes les normes, toute la réglementation, tout le bâti, en fait, construit jusqu'à présent, table sur un réchauffement de plus 2 degrés en France, alors que là, on passe maintenant à plus 4. Donc, en fait, il faut tout revoir. Même les bâtiments récents sont déjà, pour le mois de juin, inhabitables. Mais donc, on a perdu du temps et de l'argent en finalement calquant la politique publique sur le sujet, sur des estimations qui étaient trop ambitieuses, trop optimistes. Peut-être qu'on
a cru qu'on allait pouvoir respecter l'accord de Paris qui était de... Est-ce qu'on y a vraiment cru? On n'y a pas cru, mais on a voulu y croire. Donc voilà, on a peut-être tablé. Encore une fois, l'adaptation, c'est pas des... surtout il y a 10 ans, c'était pas des conséquences immédiates qu'on allait voir. C'est des choses sur le temps long. Alors est-ce qu'on a envie d'investir des milliards dans quelque chose dont on ne verra peut-être jamais? On a bien vu que c'était compliqué en tout cas de lever de l'argent sur le sujet. Voilà, c'est pour ça. Donc oui, aujourd'hui, les normes actuelles ne sont pas adaptées au climat d'aujourd'hui et de demain. Donc il va falloir se revoir. Thierry Brosse, une réaction? Oui, l'accord de Paris, c'était de la com. Tout le monde savait à cette époque-là qu'on n'allait pas faire 1,5 ou 2 degrés. Et donc, on s'est dit, on va faire 1,5 pour histoire faire de l'esbrouf, si je peux m'exprimer ainsi. Mais on savait depuis ce moment-là qu'il fallait s'adapter. Donc, 2, 3 ou 4 degrés, c'était à peu près ce que tous les modèles disaient. Alors moi, je pense que j'ai une différence. Je pense qu'il y a des plans qui sont des plans d'État. Et puis, il y a aussi laisser aux Français la possibilité de s'adapter. Parce qu'il y a aussi ça. Il y a aussi, dans les habitations individuelles, la capacité des Français de décider comment ils peuvent faire, comment eux peuvent s'adapter. Par exemple à la climatisation? Je pense par exemple à la climatisation et je pense qu'on doit aussi laisser l'intelligence collective décider. C'est-à-dire Est-ce que tout le monde a les moyens de s'offrir une clim? Alors, 2 choses. D'abord, vous savez qu'on pousse pour l'électrification des usages. Donc, on pousse pour les pompes à chaleur. Oui. Une climatisation, c'est juste une pompe à chaleur réversible. Hein. Donc, si vous avez les moyens de vous mettre une pompe à chaleur, vous devez la mettre réversible. Mais je vais vous donner 2 problématiques, puisque vous parliez de réglementation. La première, elle est fiscale. On a une administration très pourvue en fonctionnaires et surtout très bon. Et donc, ce qu'ils ont décidé, c'est de mettre des critères sur ces éléments-là. Donc, la clim réversible, elle est taxée à 20% de TVA et la clim non réversible à 5,5%. Donc, évidemment, vous avez des fonctionnaires ou de l'État qui est en train de faire de la sélection. Et puis, le deuxième point de l'administration, c'est les architectes des monuments de France. Donc, effectivement, à un moment, si on doit s'adapter dans un climat qui change, il faut essayer d'imaginer des bâtiments qui ne soient pas les bâtiments haussmanniens. Et donc, tant qu'on ne fera pas ça, tant qu'on ne laissera pas un peu de liberté aux Français, eh bien, le système n'avancera pas très rapidement parce que l'État, comme vous dites, ne peut pas avancer très vite parce que je vous rappelle en plus qu'il est très endetté. Et deuxièmement, ceux qui pourraient avancer, les Français, eux, on les freine. Emma Ferrand, on va parler justement de ces Français, de ces familles parisiennes ou franciliennes. Dans les écoles, dans les villes, on a vu vraiment le système D se mettre en place. Des solutions de fortune, des ventilateurs, des brumisateurs maison. On a vu ces jeunes femmes ingénieuses accrocher des bouteilles d'eau à l'envers, en petits pois congelés, avec le ventilateur qui souffle. Le génie français, dans toute sa splendeur. Des horaires décalés aussi, des salles qu'on déplace. Est-ce que cette canicule, elle a montré une France débrouillarde ou surtout une France qui n'a pas le choix? Un peu des deux, mais je dirais plutôt la deuxième solution. Effectivement, les Français n'ont pas eu le choix, les Parisiens n'ont pas eu le choix en fait. En réalité, quand on regarde, par exemple, pour les enfants dans les écoles, il n'y a pas le choix, il n'y a pas de volet, il n'y a pas de rideau, il n'y a pas de store. Et ça donne des parents qui se cotisent pour acheter des ventilos dans les salles de classe? Soit ça, soit même, on l'a vu en dehors de Paris, à Nantes par exemple, il y a des parents qui ont badigeonné sur les vitres des classes du Blanc de Meudon. Donc, bon voilà, c'est vraiment le système D. Ouais. Ils sont en colère? Oui. Au début, il y avait beaucoup de compréhension parce que c'était le début de la canicule, c'était le début Le corps résistait mieux aussi pendant les premiers jours. Après, c'est vrai qu'il y a eu une période qui était très dure. La fatigue, la colère prennent le dessus. Et puis surtout, le fait de ne voir personne bouger. Parce que c'est-à-dire qu'Emmanuel Grégoire, par exemple, à Paris, a fait des annonces en expliquant qu'un climatiseur allait être fourni dans chaque école. Bon, le lundi, il n'y en avait que 150. Et puis après, le reste de la semaine, on n'a pas eu trop de traçabilité des autres. Donc, à la fin de la semaine, une fois que l'épisode caniculaire était terminé, on ne sait pas finalement si toutes les écoles ont bien reçu leur climatiseur. Justement, est-ce que le climatiseur est toujours tabou après cette période de canicule? Ça a été très politique. Oui, c'est très politique, mais je pense que dans les politiques, il y a quand même, pour certains, un agenda caché. C'est-à-dire qu'en fait, vous reparlez de l'énergie, mais je crois que l'énergie a été aussi vue par certains politiques comme un agenda de décroissance. Et donc, effectivement, on a essayé de limiter la production d'énergie pour en limiter la consommation. Je ne vais pas vous citer par charité chrétienne les hommes et les femmes politiques qui disent toujours un mégawattheure non consommé est le meilleur mégawattheure au monde. Eh bien non, le mégawattheure qui aurait été consommé dans une école pour la climatiser la semaine dernière aurait été bien consommé. Donc voilà, donc je crois qu'il y a aussi cet élément-là. Et donc vous avez quand même dans les politiques beaucoup qui se cachent vers et qui en fait essayent de pousser pour la décroissance économique et énergétique.
Est-ce qu'il y a encore un doute sur le fait qu'on ait besoin de cette climatisation à l'hôpital? Dans votre papier, vous révélez que la santé est le secteur le plus en retard sur le sujet de l'adaptation climatique. C'est peut-être là aussi où on en a le plus besoin, où l'urgence est la plus visible. On l'a vu avec ces décès à l'hôpital. Est-ce que ça fait encore débat, ça? Alors, je ne crois pas qu'à l'hôpital, il y ait vraiment de débat sur l'importance de la climatisation. Je pense que c'est surtout une question de budget. Mais la climatisation à l'hôpital, c'est quand même le seul moyen de maintenir tout, les hommes, les femmes, les médicaments. Bien sûr, la chaîne du froid, mais évidemment. La chaîne du froid à température telle qu'on veut vraiment qu'elle soit. Donc non, je pense que le débat, c'est plus une question de moyens, encore une fois. Mais on n'a même pas les moyens de climatiser nos hôpitaux. Alors si je m'exprime, le Premier ministre a annoncé avoir validé l'octroi de 30 000 climatiseurs dans les hôpitaux de France. Bon, c'est déjà ça. Il aura fallu attendre une semaine. Alors, je ne sais pas, j'imagine assez rapidement, puisque ça a été validé en amont de tout le reste. Et puis, vu l'ampleur qu'a pris le débat sur la climatisation, je pense qu'il a eu raison d'agir. Oui, c'était une impasse. Oui, parce que c'était déjà le deuxième pic de chaleur de cette année. Et on n'est que quand même fin juin. Donc là, je pense qu'il est urgent d'intervenir. Surtout qu'il y a, il y a certaines salles d'hôpital où il faisait 38 degrés, 40 degrés. On ne peut pas bien soigner un malade avec ces températures-là. Les soignants non plus ne peuvent pas faire correctement leur travail. Et vous voyez ce chiffre, 8 Français sur 10 réclament la généralisation de la climatisation. Est-ce que c'est conciliable avec un discours sur la sobriété énergétique ? Alors moi, j'ai toujours dit que la sobriété énergétique ne serait jamais heureuse. Donc elle a été contrainte et donc effectivement, elle a voulu être contrainte. Oui, mais là, on imagine le cercle vicieux. On se dit, si on climatise et que ça détériore... Mais pourquoi voulez-vous que ça détériore si c'est du nucléaire ? Eh bien, si c'est du nucléaire, c'est pas le cas. Donc il faut aller sur une énergie décarbonée pour que la climatisation ne nous coûte pas. Voilà. Mais aujourd'hui, on a ça. On a ça. Et donc, effectivement, on doit pouvoir y arriver. Donc, je crois que quand même, il y a ces éléments-là. Alors ensuite, sur le sondage, moi, j'ai un peu une différence. C'est-à-dire qu'on parlait des politiques. Les Français ont les politiques qu'ils ont élus. On est dans une démocratie. On les a choisis. On les a choisis. Et donc, certes, il y a des Parisiens qui ne sont pas contents, mais l'équipe municipale sortante, comme l'équipe municipale actuelle, était contre la clim. Donc, c'est étonnant de voir des Parisiens qui, aujourd'hui, ont voté massivement pour cette équipe. Alors peut-être que ces Parisiens espéraient qu'il y ait plus d'îlots de verdure, qu'il y ait plus que la ville s'adapte peut-être différemment. Ça fait 15 ans. Ça fait 15 ans. Emma Ferrand, on parle beaucoup des passoires thermiques l'hiver. Là, on a entendu un autre terme, on a entendu le terme de bouilloire thermique. Ce sont ces logements qui sont invivables en forte chaleur. C'est pas la même chose que les passoires thermiques, qui sont plutôt des logements qui sont mal adaptés au froid. Est-ce que finalement, dans les politiques qui ont été menées pour... isoler nos logements, on a pensé à la problématique des canicules, pas du tout. Pas tellement. Et en fait, c'est ce que disait le ministre de l'Éducation nationale la semaine dernière quand il expliquait qu'à l'époque de l'école de Jules Ferry, on avait orienté les écoles plein sud, justement parce qu'à l'époque, on avait du mal à chauffer les écoles et que les orienter face au soleil, c'était quand même bien plus simple. Mais aujourd'hui, ces écoles-là, elles n'ont pas bougé.Elles sont toujours orientées plein sud. Donc on est dans une logique de pays froid ? On était dans une logique de pays froid. Je dis bien on était, puisqu'aujourd'hui, la tendance veut qu'on réfléchisse justement à ce qu'on soit plutôt un pays, je ne vais pas dire chaud, mais où il y a des problématiques en termes de chaleur. Donc effectivement, oui, on passe d'un terme à un autre. On passe des passoires aux bouilloires. Est-ce que la canicule va nous imposer une nouvelle lecture de la santé publique ? Est-ce que c'est déjà le cas ? Et si oui, quelle direction on prend ? Anne-Laure Frémont. Je pense que c'est malheureusement un problème qu'on connaît. Enfin, les scientifiques alertent depuis des décennies sur ce problème. C'est ce que disent tous les experts, pardon, mais on vous le dit, on n'arrête pas de le répéter. Voilà, je pense que les scientifiques s'égosillent sur les plateaux de télé depuis des années là-dessus. Est-ce qu'on ne les prenait pas assez au sérieux et que maintenant on commence à se dire, maintenant qu'on l'a éprouvé dans notre chair, sans exagération, à se dire... OK, mais on est obligé. C'est toujours la même chose, c'est-à-dire que là, on en parle, on va continuer à en parler pendant quelques jours, et puis après, on va repasser au détroit d'Ormuz. Enfin, je veux dire, on va passer à autre chose. Il y a toujours une crise en balaye une autre, surtout ces dernières années. Enfin, on le voit assez bien. Évidemment, comme vous disiez, la santé, c'est l'un des secteurs où, en termes d'adaptation, on a le plus de retard parce qu'il y a
tellement de priorités dans la santé, le manque d'effectifs, les moyens, le vieillissement de la population. Enfin, il y a tellement de priorités dans le secteur de la santé que l'adaptation, oui, ça arrive en second plan. Il va peut-être falloir, encore une fois, que quelqu'un se saisisse de ce problème qui va devenir quand même majeur au fil des années. On a beaucoup entendu dans les médias qu'il allait falloir s'habituer à des températures de plus en plus élevées, que c'était peut-être l'été le plus frais qu'on connaissait et qu'on connaîtrait pour les années à venir, qu'on devait s'habituer à voir Paris sous 50 degrés en ressenti. Est-ce que c'est vrai ? Alors moi, je ne suis pas climatologue, mais je pense que les climatologues ont raison. Et je pense par contre qu'on n'en a pas pris suffisamment la mesure de cela parce qu'on a pensé que les maths magiques résoudraient le problème. Par exemple, on s'est tous dit, mais on va accélérer la sortie des hydrocarbures. Ce n'est pas le cas. Et la sortie des hydrocarbures prendra beaucoup plus de temps que ce que tout le monde veut croire. Et donc effectivement, face à ça, il faut s'adapter. On peut essayer de dire il ne faut plus voyager en avion, il ne faut plus avoir de voiture, etc. Mais ce n'est pas ça que les chiffres donnent. Et donc, aux politiques d'intégrer la réalité des chiffres. Donc, vous dites aussi les politiques se saisissent des informations qui les arrangent pour mener des politiques qui sont finalement inefficaces. À peu près un bon résumé de ce que je pense, oui. Emma Ferrand, on continue à parler de ce sujet, évidemment, et j'aimerais qu'on fasse un zoom sur l'Île-de-France, qui concentre quand même beaucoup de sujets de vulnérabilité. La densité, le béton, des logements petits qui deviennent vite étouffants, des transports bondés, peu d'extérieur, des inégalités sociales fortes. Est-ce qu'on s'est rendu compte que c'était une région particulièrement exposée ? Est-ce qu'il y a des raisons qu'il y ait des plans spécifiques pour la région Île-de-France ? Je pense que les Français sont tout à fait au fait de se dire qu'à Paris, évidemment, il y a davantage de concentration d'habitants, de bitume, de grands immeubles, etc. Donc, je pense que là-dessus, il n'y a pas de surprise. Éventuellement, faire un plan spécifique, alors pour Paris, mais en tout cas pour les grandes villes, c'est vrai que c'est quelque chose éventuellement qui peut se réfléchir, puisque forcément l'accès à la verdure, etc., ou à l'air, tout simplement, avec des grands bâtiments comme ça, les courants d'air ont du mal à se faire. C'est complètement différent de ce que l'on peut voir en ruralité, en fait. Donc c'est quelque chose qui peut s'imaginer. Est-ce qu'on a observé une fracture sociale du frais pendant cette canicule ? On a vu de nombreuses polémiques enflées. Est-ce que c'est le cas factuellement ? Est-ce que c'est ce que vous avez pu observer, documenter ? En tout cas, moi, ce que j'ai pu constater, c'est qu'effectivement, ce sont les communes qui se sont chargées effectivement de protéger leurs habitants. Donc évidemment, d'une commune à une autre, il y a des disparités. Évidemment, les infrastructures sont différentes. Certaines ont accès à des cinémas climatisés, certaines ont accès à des musées climatisés, certaines ont pu proposer justement des alternatives pour offrir du frais à leurs habitants. Et pour d'autres, c'était beaucoup plus compliqué. Donc effectivement, il y a nécessairement des inégalités à la fois entre les personnes âgées, entre les habitants, les actifs, et puis aussi entre les enfants à l'école. Et à chaque crise, les autorités disent les services sont mobilisés. Les Français voient surtout des décisions qui sont prises massivement dans l'urgence. Est-ce qu'au fond, la communication de crise, elle sert parfois à masquer aussi le retard de préparation ? Est-ce que finalement, tout ce qu'on entend en permanence, c'est le gouvernement est mobilisé, on se réunit en urgence pour parler de la canicule, ne vous inquiétez pas, tout est sous contrôle. Est-ce que c'est aussi une manière d'avouer finalement qu'on est battu ? Et qu'on réagit en urgence. En tout cas, c'est le sentiment qu'ont les Français. Et ils le décrivent massivement, notamment dans les propos que vous avez pu recueillir. Thierry Broche, j'aimerais qu'on évoque aussi le monde du travail qui a été massivement touché. On a vu les conséquences dans les transports, on a vu ces rappels au télétravail. On pense à tous ceux qui n'ont pas le choix, qui ont été obligés d'aller travailler dans des métiers extrêmement difficiles, sous des chaleurs absolument horribles. Est-ce que aussi ça nous oblige à repenser complètement nos modèles de société ? Oui. En tout cas, en période de canicule. Oui, mais ça nous oblige à être plus flexible à tous les niveaux, et effectivement au niveau du travail aussi. Mais encore une fois, il y a des travailleurs qui, eux, vont subir la chaleur et ne peuvent pas faire autrement. Et puis, il y a tous ceux qui sont dans les bureaux. Et encore une fois, là, on pourrait essayer de climatiser, d'essayer d'avoir une politique de climatisation qui dépend des entreprises, donc qui ne coûte rien. Et donc, finalement, mais qui ne coûte rien aux contribuables. Si votre entreprise est climatisée, vous aurez plus intérêt à venir travailler dans cette entreprise plutôt qu'ailleurs. Et donc ça devient un avantage comparatif ? Non, mais plutôt que rester chez vous dans votre. J'étais tout de suite dans le recrutement, dans la fuite des cerveaux. Ça s'emballait très vite. Plutôt que rester dans votre studio à 40 degrés. Est-ce qu'on est en train d'intégrer, alors que ça va devenir un coût structurel,
un coût réel plutôt finalement qu'un désagrément, certes très lourd, mais d'un désagrément estival ponctuel? Et si oui, est-ce qu'on a une idée de combien ça va coûter cette histoire? L'adaptation au changement climatique. Qu'on est en train de l'intégrer, je ne sais pas, ça dépend de chacun. Je pense quand même à un moment, il va falloir l'intégrer parce que là, c'est arrivé en mai. Dans une France à plus 4 degrés, les pics de chaleur, c'est de mai à fin octobre. C'est des multiplications par je ne sais plus combien de jours de chaleur, de sécheresse, d'extrêmes climatiques. Donc oui, il va falloir l'intégrer, et il va falloir peut-être à un moment organiser un grand débat de société sur quelles sont nos priorités, quels sont les secteurs qu'il va falloir adapter en premier. Oui, Et on le rappelle, la santé est particulièrement mal dotée. La santé est mal dotée, mais après, il y a tout. Il y a l'éducation, il y a les transports, il y a l'énergie. Il va falloir s'en saisir. Emma, vous travaillez au quotidien sur des sujets de première importance. Moi, je pense à toutes ces priorités qu'il va falloir donner. On parle souvent du périscolaire. Ensemble, toutes les deux en plateau, et de ces agressions sexuelles qui sont absolument atroces sur des enfants. Là, on parle d'une canicule qui va devenir insoutenable, et vous l'avez très justement dit tout à l'heure, il va falloir qu'on décide ce qui est notre priorité pour pouvoir agir. J'ai pris volontairement le sujet du périscolaire parce que vous le connaissez très bien, mais on a l'impression, enfin moi c'est mon impression en tout cas, qu'on ne va pas y arriver. S'il faut qu'on choisisse une priorité, comment choisir? Est-ce qu'on peut vraiment choisir? Et si on ne peut pas le faire, ce qui me semble être le cas, comment est-ce qu'on fait avec un budget, vous l'avez rappelé, qui est très serré? Ça me paraît compliqué de choisir. Qui va choisir? Comment choisir? Quand choisir aussi? C'est un peu toute la question. Ça me paraît compliqué. Mais d'un autre côté aussi, ce sont des sujets qui sont tous très urgents, aussi bien les uns que les autres. Donc il va falloir donc qui se croisent pour certains. Et qui se croisent pour certains, c'est vrai, complètement. Par exemple, pour l'école, on parle de la rénovation du bâti. D'un autre côté, le périscolaire aussi demande une rénovation du bâti, justement pour éviter... Pour réorganiser, bien sûr, les structures et éviter les recoins, etc. Est-ce que finalement, les deux ne peuvent pas être un petit peu mutualisés? On fait ça très mal en général, croiser les problématiques, les besoins, et avoir une logique transversale. En général, c'est pas notre fort. Donc la question, pour le moment, je ne sais pas y répondre. Thierry Brosse, pour vous, si on devait regarder froidement les choix à faire, on commence par quoi pour éviter de souffrir autant pendant les prochaines canicules et pour être un peu mieux adapté à ce qui nous attend? D'abord, le gouvernement français veut mettre un plan d'électrification, un grand plan d'électrification. Donc, ça, vous y croyez? mais soit il le fait, soit il ne le fait pas. Mais s'il le fait, il le fait à 100%. Mais s'il le fait, la climatisation et les pompes à chaleur sont une des réponses. Et encore une fois, la climatisation, ça ne vaut pas plus cher qu'une pompe à chaleur. Et si vous faites la somme été-hiver, finalement, avec du nucléaire, vous aurez émis moins de CO2 qu'avec une chaudière à gaz. Donc on est gagnant sur ce sujet-là. Donc essayons, gouverner, c'est prévoir. Gouverner, c'est essayer de réfléchir un peu à demain et après-demain, pas à hier, comme on fait aujourd'hui. Et donc, effectivement, faisons en sorte d'avoir des bâtiments avec des pompes à chaleur réversibles. Oui, il faut revoir le bâti, mais isoler pour isoler, je ne suis pas sûr que ça soit la meilleure solution. Finalement, on se rend compte qu'on a transformé des passoires thermiques en bouilloires thermiques et finalement, on aurait eu juste une pompe à chaleur réversible. On transformait le problème en logement accessoirement auquel on pouvait vivre, hiver comme été. Donc je pense qu'il y a vraiment ces éléments-là et il faut avoir cette vision holistique. Mais il faut faire preuve de beaucoup de pragmatisme. Oui, il faut faire de pragmatisme et il faut comprendre qu'on a un élément de la chaîne qui est l'énergie abondante, pas chère et décarbonée, et donc il suffit de l'utiliser. Est-ce que ça va s'inviter dans la campagne présidentielle? Ça s'invite déjà un petit peu dans les premiers mouvements de campagne, peut-être beaucoup par opportunisme. Oui, moi qui regarde l'énergie depuis de nombreuses années, si ce n'est pas un des 3 sujets majeurs d'une campagne présidentielle, c'est un sujet qui n'est jamais traité. C'est-à-dire qu'on traite toujours les priorités. Et donc, regardez la gribouille énergétique qu'on a mis depuis 15 ans en France. On a commencé par fermer des centrales nucléaires, puis on a voulu les réouvrir. Tout ceci en moins de 10 ans, alors que la durée de vie d'une centrale nucléaire, de sa construction à son décès, c'est plus de 100 ans. Donc, vous imaginez la problématique. Donc, moi, vous n'avez pas l'air d'être très optimiste. Je ne sais pas, ça dépend qui... Ça dépendra de qui portera ces sujets aussi. Voilà. Ça dépendra ça rassemble. Aussi de s'il y a un pic de chaleur juste avant l'élection. C'est comme ça qu'on fera remonter le débat. On se le souhaite presque. ça devient très, très inquiétant, cette discussion. Merci beaucoup à tous les 3 de m'avoir accompagné sur ce plateau. Et on passe tout de suite à l'entretien culture.
Alors, hors période de canicule, Paris fait rêver le monde entier. Paris, ville de l'amour, des cartes postales, des balades en bord de Seine, des terrasses, des monuments, du cinéma. Et puis, il y a l'autre Paris. Les embouteillages, les prix délirants, les incivilités, le métro bondé, les pigeons. Les Parisiens, parfois un peu rugueux, pour ne pas dire franchement désagréables. C'est précisément entre ces deux images que se glisse la comédie musicale Paris is Magic, actuellement au Théâtre de la Gaîté Rive Gauche. On regarde la bande-annonce ensemble. Dans les guides, il est dit que Paris est la ville de l'amour. Je vais la demander en mariage au Sacré-Cœur à la fin du week-end. Mais Paris n'est plus du tout comme ça. Quoi? C'est mieux? Disons que c'est un peu différent. T'as pas appris à conduire dans ton pays? Restez à l'hôtel, ne sortez pas, pauvre fou! Elle pense que Paris est magique? Elle est bourrée. Comment vous allez faire? Je vais la conforter dans son idée qu'à Paris, la vie est belle. Peut-être qu'elle pense vraiment que Paris est magique. Donne envie d'y aller. Personnellement, C'est ce vraiment, que je dis j'étais en ça, train ça de me penser. donne envie d'y aller. Moi, je Vous êtes réserve trop mes fort. places dès ce soir. J'ai même pas eu le temps de vous présenter. Désolé, excuse, il y a Commence vraiment par besoin. madame. Oui, voilà. Estelle Danière, comédienne. On est Exactement absolument ravie de vous recevoir. Sacha Judasco, vous êtes auteur, metteur en scène du spectacle et extrêmement enthousiaste. Ah, mais moi, mais franchement, c'est le meilleur spectacle que j'ai vu de ma vie. C'est pas parce que vous êtes aux manettes. Mais non, pas du tout. Même moi, je suis étonné. C'est-à-dire qu'alors que pourtant, je sais exactement ce qui va se passer. Mais vous moi, continuez à être étonné. ils arrivaient à m'émouvoir pendant le spectacle, à me faire rire. C'est vrai que c'est On l'entend. extrêmement réjouissant, que ça fait du bien de se marrer aussi de nos contradictions. Le titre, évidemment, c'est une promesse. Paris is magique. Mais est-ce que c'est une déclaration d'amour à Paris ou on est plutôt finalement dans le récépissé de ce qu'on accepte beaucoup pour éviter d'avoir à se mentir sur Paris? Est-ce qu'il nous fait du mal au Alors, quotidien? moi, je vous dis honnêtement, on commence par une déclaration d'amour à Paris Oui. et on finit par une déclaration d'amour à Paris. C'est-à-dire vraiment, l'essence de ce spectacle, c'est vraiment une comédie romantique. Donc c'est Paris, je t'aime, je te déteste, je te C'est déteste, je t'aime. exactement. Mais pour trouver le côté comique justement, on s'est servi justement de tous les travers, de tout ce qu'on déteste chez les... Pas à Paris, parce que Paris reste la plus belle ville du monde, mais Bien surtout sûr. chez les Parisiens, Chez les Parisiens. dont je fais partie, attention. Vous êtes détestable derrière j'ai mon cette co- figure j'ai- extrêmement joviale. J'ai mon côté gros. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, et si, je l'ai, comme tous. Et non, Estelle on s'est Danière, servi de quand ça. vous avez-vous découvert ce texte, qu'est-ce qui vous a le plus enthousiasmé? Qu'est-ce qui vous a amusé? Les personnages, beaucoup. Les personnages sont réjouissants. Il y a plein de personnages, il y a une très très belle palette et on se régale avec une superbe équipe en plus. Donc, non, les personnages sont très très intéressants. C'est un bonheur de jouer ça. Et c'est vrai qu'on vous sent sur scène extrêmement dynamique, embarqué dans cette aventure. Il y a beaucoup d'énergie, il y a beaucoup de oui. joie et d'envie de transmettre ça. Ce qui est absolument génial, c'est qu'on joue tout du long sur ce contraste. Le Paris comme décor de cinéma et Paris comme expérience de terrain. Il faut s'y frotter pour le Ah comprendre. bah Paris, c'est ça. vraiment un des... Il y a 7 personnages sur scène, enfin 7 acteurs, actrices sur scène, avec vraiment, je pense, 60 personnages différents, parce que tous Tout à interprètent fait. plusieurs Ça, personnages. c'est génial. On va en reparler parce que c'est hyper intéressant. Et bien sûr, un des rôles principaux sur scène qu'on ne paye pas, ça c'est génial, c'est Paris, c'est la ville de Paris. Ça, c'est bien. Peut-être le rôle principal. Mais ils sont exceptionnels. Très honnêtement, ça fait très. Je sais que c'est de la flagornerie de dire ça. Souvent, dès qu'on est dans un nouveau projet, une nouvelle équipe, on dit ils sont incroyables quoi. Mais Là, vous le pensez vraiment? Non, Donc mais- toutes les non, autres mais fois, ils ne c'est- le pensaient pas. C'est surtout que là, on a. Alors déjà, Estelle, c'est la voix de l'élégance, Oui. de la raison sur scène par rapport dans cette équipe de fous. C'est la parisienne qu'on adore C'est- adorer, oui, il y a puis un côté. détester, puis réadorer. Mais on a vraiment les 3 générations dans Oui, c'est cette vrai. troupe de comédiens et ils sont vraiment. Moi, je suis bluffé. À chaque fois, vraiment. Moi, c'est ma première comédie musicale. J'ai l'habitude de travailler d'être sur scène dans du one-man show ou dans des Ouais. pièces de théâtre. Là, c'est autre chose, c'est notre Là, énergie. c'est autre chose. Et vraiment, moi, ils me bluffent. Et vraiment, je suis content de faire partie de cette famille. C'est moi, j'ai l'impression que oui, ils se sont fait leur famille. Je suis content d'en faire partie. Vraiment, on a envie d'être avec eux. J'ai pas envie de les quitter, moi, à la Vous fin. êtes hein, chaque fois. auto-adapté. Vous n'êtes pas obligé, vous pouvez continuer. C'est vrai, moi, j'y vais je suis persuadée. Moi, j'y vais tous les soirs. Je vous le dis, si vous voulez me voir, vous y allez, vous me verrez. Estelle Danière, sur scène, comment est-ce qu'on joue Paris? Parce que Paris, c'est pas seulement un décor absolument magnifique, c'est aussi une énergie, une mauvaise foi.
légendaire, un rythme, une façon de parler, de râler, de séduire aussi. C'est tout ça, Paris, donc ça demande une palette de jeux hyper large. Oui, et puis on a tous une palette différente, on a tous des rôles où on interprète des côtés de ces Parisiens, de ses envies, de ses désirs, de ses contradictions. Paris, c'est ce kaléidoscope de contrastes et de contradictions. Mais complètement, bien donc sûr. c'est ce que vous incarnez chacun en tant que Et puis chacun avec nos générations, justement, comme disait Nicolas. Et Sacha, pardon. On est deux. Oui, ils sont deux. donc voilà, quoi. On s'amuse beaucoup à créer tout ça. Et ce syndrome de Paris, justement, où l'image romantique commence à se fracturer, est-ce que ça vous est arrivé aussi de vous confronter à ça personnellement? Est-ce que ça a été aussi une source, finalement, d'inspiration, tout simplement? Alors, moi, dans ma vie privée, on va dire, pas pour le syndrome de Paris, parce que mais j'ai déjà menti par amour, honnêtement. Moi, je trouve ça magnifique, ce qui fait ce héros romantique. Ouais. Il décide de mentir à sa femme pour la protéger. Je trouve ça très beau. Il y en a qui pourraient dire, oui, c'est pas bien de lui mentir, si c'est pour une fin positive. Mais je trouve ça, oui, très, très beau. Mais par exemple, la scène qui... Je vais pas tout dévoiler, mais par exemple, une des dernières scènes de la comédie musicale où les Parisiens se transforme en gens extraordinaires devant un débordement de romantisme. En fait, ça m'est arrivé, personnellement. C'est mon histoire personnelle. C'est-à-dire que vraiment, moi, j'ai fait un jour un dîner très romantique à une fille avec qui j'étais dans Paris, où j'ai improvisé un restaurant vraiment au Sacré-Cœur, tout en haut, tout ça. Et ce soir-là, il s'est passé des milliards de choses. C'est rigolo. Et vraiment, tous les Parisiens devenaient mes meilleurs amis. C'était impressionnant. Ça, c'est la magie de Paris. Ça arrive aussi. Vraiment, bien sûr que ça arrive. Voilà, les Parisiens ont leur côté désagréable, mais aussi leur côté vraiment magique. Mais c'est très drôle dans la salle de voir à quel moment, justement, les gens rigolent et qui rigolent. C'est-à-dire que je sais très bien que dans la salle, il y a des Parisiens, forcément, donc qui rigolent de leur travers. Il y a des provinciaux qui adorent se foutre de la gueule des Parisiens. Bien évidemment. C'est sûr. Et qui nous envient un peu aussi, parfois. Bien évidemment. Bah oui. On est quand même Parisiens. On est Et puis d'alterner ça avec c'est vraiment exactement la question que j'allais vous poser. Est-ce que sur scène aussi, vous avez l'impression que tout le monde ne rit pas au même endroit? Ah oui, puis il y a des réactions incroyables. Il y a des quand on dit des choses pas toujours très agréables, on entend oh non. C'est extraordinaire parce qu'ils sont avec nous en fait. Ouais. Vraiment. Vous embarquez le public. On les sent très très fort. Qu'apporte la comédie musicale à tout ça? Parce que ça aurait pu être une excellente pièce de théâtre où on se serait bien marré aussi, franchement. Je pense que ça permet aussi de dire des choses. Quand d'un seul coup, ça prend une chanson, d'un seul coup, ça prend des allures de, justement, comédie musicale, ça permet de dire des choses qu'on pourrait peut-être pas dire forcément avec le texte, où il faudrait vraiment prendre des gants. Donc on et là, c'est plus facile. Les Parisiens qui adorent se moquer d'eux-mêmes, mais qui pourraient se vexer un peu. Oui, quand c'est fait. Mais comme là, forcément, il y a... elles sont édulcorées. Il y a quelques petits mots, un petit peu des petites broutilles, des petites grossièretés, mais dans une chanson, ça passe. Quand c'est dit avec poésie, on a l'impression que c'est des mots d'amour, que ça passe. Alors que si c'était dit dans un texte pur et dur, ça passerait un petit peu moins. Est-ce que justement, quand on vient de l'humour, ça permet aussi d'explorer d'autres facettes de la scène et de l'humour, du comique, tout simplement? Moi, ce que j'adore, c'est que le comique permet d'aller encore plus loin dans l'émotion, finalement, quand il y a des scènes romantiques. Là, vraiment, on alterne, je ne sais pas à quelle proportion, mais on alterne vraiment des scènes comiques et des scènes vraiment romantiques. Et je trouve que ça prend encore plus d'ampleur quand juste avant, on les a tués de rire. Ils se disent « Ah, ça y est, on est dans une comédie ». Et là, non, d'un seul coup, il y a quelque chose de sérieux qui se passe. Mais d'ailleurs, c'est très drôle de voir quand le couple... Alors, on ne dit pas s'ils arrivent à s'en sortir ou pas, mais bon, ça reste quand même une comédie feel-good. Quand, à un moment, il arrive à s'en sortir et que le couple, on va dire, se rabiboche, de voir toute la salle. C'est incroyable. Mais ils applaudissent, ils sont hyper contents pour eux. C'est assez marrant de voir. C'est-à-dire qu'on a besoin un peu de feel-good mais aussi. On a besoin d'amour. Mais oui, on a besoin de s'aimer. Mais moi, ce que je veux, c'est qu'à la fin de cette pièce, tout le monde ait envie de s'aimer et de vivre une grande histoire d'amour en ressortant. Je suis bien d'accord. Et je trouve que c'est un peu l'émotion avec laquelle on ressort, indépendamment du rire et de cette moquerie qui est hyper bienveillante. C'est vrai que ça donne envie de vivre Paris pleinement et de faire de jolies rencontres. Vraiment, on a fait, avec Nicolas Nebaud, donc mon co-auteur, co-metteur en scène, on a vraiment essayé de mettre de la comédie, de la poésie dans chaque scène, et avec les musiques de Dominique Mattei. Oui, qui sont très belles. Elles sont magnifiques, et vraiment, ça nous entraîne. On passe par une chanson d'humour et ensuite une chanson d'amour. Et les chorégraphies de Patricia qui sont incroyables, qui nous a épuisés. Voilà. On n'en peut plus, mais elle est merveilleuse. Plusieurs personnages. Oui. Sur scène, c'est extrêmement intense, parce que
qui dit comédie musicale dit chant, dit danse, dit aussi interprétation. Faut être drôle, faut être touchante, faut tenir le rythme, faut passer d'une scène à une autre, d'un personnage à l'autre. C'est hyper physique, intense, non? Oui, c'est j'imagine. très intense. Et puis avec les derniers temps, là, la petite chaleur qu'on a eue, c'était sympathique. Vous voulez te parler de Mais cette canicule atroce que vous avez tous clouée. Mais oui, donc dans la salle, ils sont très bien. Mais est-ce que c'est plus exigeant qu'il n'y paraît? Parce que parfois, on se dit que le registre de la comédie musicale, comme il est plus léger, finalement, il va avec ce vent de légèreté. Moi, j'ai l'impression que c'est encore plus exigeant. Moi, j'ai fait énormément de comédies musicales, mais des comédies musicales classiques, on va dire, et où on était beaucoup plus nombreux. Donc là, à 7... faire tout ce travail. On est sans arrêt sur scène. Et quand on n'est pas sur scène, on est en train de se changer. Pour devenir quelqu'un d'autre. Oui, éventuellement. Ou revenir avec un autre costume. Enfin bref. Et donc, c'est extrêmement exigeant. Extrêmement exigeant. Puis il faut être en forme, vocalement, physiquement. Voilà. L'énergie est totale et l'engagement est complet. Complètement. Sacha Judasco, est-ce que vous comprenez ceux qui comparent ce spectacle à La La Land version française? Bien sûr, mais moi je suis fan de La La Land. Ah non, mais moi, je suis un grand. Moi, La La Land, je le connais par cœur et je pourrais le revoir encore 1000 fois. Vous êtes vraiment un grand romantique alors? Moi, arrêtez de dire ça, chut, c'est un secret. Pardon. C'est ce qu'ils n'arrêtaient pas de dire dans la troupe. Il n'y a pas plus romantique que La La Land. Oui, je sais, ils n'arrêtent pas de dire oui, c'est une carapace qui se met, en fait, c'est un grand romantique, tout ça. J'ai bien un petit côté romantique, voilà, sous le côté où on déconne tout le temps. Mais oui, non, je suis bien sûr, j'adore ça. Où La vie est belle, où il y a un côté aussi. Si on dépasse le côté bien sûr ultra dramatique de ce film, c'est une histoire d'amour incroyable, La vie est belle. Il fait le plus beau mensonge à son fils pour le protéger. Donc on est plus dans La La Land que dans Emily in Paris. On est, oui. On va dire qu'on se sert des petits travers d'Emily in Paris qui nous franchement nous racontent un Paris que je n'ai jamais vu. Personnellement. Moi, jamais croisé je une Parisienne Je ne l'ai jamais vu, voilà. Moi, je suis un grand fan du film Amélie Poulain. Je suis un très grand fan. Moi, il m'a vraiment bercé. Donc, on se sert, on va dire, de ces petits clichés-là que tout le monde connaît aujourd'hui. Pour les détruire et pour les casser un petit peu et pour faire rire. Mais bien sûr, dans La La Land, il y a une histoire d'amour et on est avant tout dans une histoire d'amour. C'est avant tout une histoire d'amour. Bien sûr. Et avec cette toile de fond et ce personnage quand même principal qu'est Paris. Est-ce que vous regardez Paris autrement maintenant? Est-ce que vous le regardez avec amusement quand vous voyez une scène? C'est vrai qu'on fait plus attention. Alors bien sûr, on a tous ces clichés qu'on vit quotidiennement. Mais ils existent, mais terribles. Et d'ailleurs, on les exagère pas tant que ça. Ils existent vraiment. Et c'est vrai qu'on les remarque encore plus, bien évidemment, quand on est dans une terrasse de café, quand on est dans le métro. Vous observez, vous vous dites bingo. Ouais, on se dit, c'est tellement ça. C'est tellement ça. Moi, je le vois, je ne dévoile pas les secrets de la pièce, mais quand on parle à un moment, on parle des grèves, tout ça. Mais les gens, avant même... Moi, par exemple, j'écris des vannes. Mais les gens rigolent même avant la vanne. Ils se sentent super concernés, en fait. Mais vraiment, c'est-à-dire que d'un seul coup, ils se retrouvent là-dedans, c'est drôle. Ou quand on parle du fait, effectivement, que quand l'héroïne demande à un chauffeur de taxi de sourire et que le chauffeur répond « Un quoi? Sous quoi ?» Mais tout le monde se reconnaît, c'est-à-dire que vraiment, ils se disent « Ah oui, effectivement, les chauffeurs de taxi, c'est pas les plus souriants de la Terre. » Tout le monde a vécu ça. Voilà. Et pourtant, ça donne quand même encore envie de croire à la magie. Paris qui reste magique. Tous les touristes qui arrivent pour la première fois vous disent « Non, mais vous avez trop de chance d'habiter là. » mais je les comprends. Moi, franchement, je rêverais des fois de ne pas être parisien pour découvrir Paris. C'est une ville, mais il y a tellement de choses à faire. Non, mais vous allez juste vous balader du côté du Sacré-Cœur, excusez-moi, mais c'est juste magique. Vous êtes un amoureux de ce quartier. Ouais, mais moi, je suis un amoureux de Claude Lelouch, qui écrivait c'est pour ça. les plus grands films romantiques, et qui habite là-bas, d'ailleurs. Et effectivement, c'est un quartier qui est juste incroyable. Il y a une poésie, une magie incroyable dans ce quartier. Pour vous, qu'est-ce qui résume le mieux Paris, si ça devait être un quartier, un lieu, une ambiance? Oh là là. C'est dur. Ah oui, c'est dur. Vous avez 3 heures. Vous avez 30 secondes. Il y a tellement de choses. Et puis, le fait de pouvoir justement sortir partout, tellement de choses à faire. C'est cette ébullition. Et les spectacles. Et bien sûr, on a passer son temps au spectacle. On a tellement de chance. On a la plus belle scène culturelle du monde. Ça, je n'ai pas peur de l'assumer. C'est merveilleux. On en parle tous les jours dans l'émission. Tous les soirs, on peut aller voir des spectacles. Et ça, c'est une chance absolument géniale que de pouvoir aller vous découvrir sur scène. Je vous laisse nous donner les dates où on peut vous retrouver. Paris is Magique au théâtre de la Gaîté Rive Gauche. Alors Paris is Magique, c'est pendant tout l'été, du mardi au samedi. On joue 2 fois le samedi et à partir de la rentrée, ça sera du mercredi au dimanche. Alors vous allez nous dire, oui, on a le temps pour venir vous voir. Non. Ne prenez pas le temps de venir nous voir, venez nous voir maintenant. Exactement, parce qu'après, ça sera complet. Donc profitez quand il reste encore un peu de place. Voilà. Et vous ne viendrez pas râler en bon parisien, on vous aura prévenu. Merci à tous les deux, c'était un immense plaisir. Et on passe tout de suite au Figaro Histoire nous raconte.
Le 30 juin 1878 est aujourd'hui une date presque oubliée, alors qu'elle est une date particulièrement importante. Elle ne figure pas dans la mémoire collective, comme le 14 juillet, le 11 novembre ou le 8 mai. Pourtant, ce dimanche d'été, jour de fête nationale, fut l'une des journées les plus importantes de la jeune Troisième République. On va en parler avec vous, mon cher Geoffroy Caillé. Quel est le sens de cette fête ? Pour comprendre cette fête, effectivement oubliée parce qu'elle n'a duré que 2 années successives, en 1878 et 1879, il faut revenir quelques années en arrière. La France, on en a souvent parlé à Bienvenue en Île-de-France, sort d'une période particulièrement sombre, avec d'abord la défaite contre la Prusse en 1870 à Sedan, le 2 septembre. Dans la foulée, la proclamation de la République. Ensuite, la Commune de Paris, qui a tellement marqué la capitale par ses destructions en particulier. Avant ça, il y a le siège, la famine qui tenaille les Parisiens. Et puis à ces blessures se joignent les deux événements que sont l'occupation allemande, la perte de l'Alsace-Lorraine. Tout ça pèse sur la France, sur le moral du pays, on pourrait dire. Et la France est un pays vraiment divisé au début des années 1870 avec un avenir politique assez incertain. Les monarchistes et les républicains s'affrontent encore pour savoir quel régime doit gouverner la France, sachant que jusqu'en 1875, les monarchistes sont majoritaires justement à cette Chambre. Et on peut expliquer à ce moment-là que les républicains ils vont consolider leur position. Oui, parce que les choses changent petit à petit. Le comte de Chambord renonce finalement à prendre le pouvoir, ou en tout cas à demander le trône, en refusant le drapeau blanc. Et vous allez voir que ce n'est pas anodin pour ce qui va suivre. Oui. On voit d'ailleurs un magnifique drapeau tricolore sur cette illustration. Et en 1875, 5 ans après le siège de Paris, 5 ans après la proclamation de la République, 3 lois constitutionnelles vont organiser le régime républicain. Ce n'est pas une constitution, c'est des lois un peu de circonstance, avec le fameux amendement wallon qui va permettre à la République d'être instaurée. Ça va devenir la fameuse Troisième République qui durera jusqu'en 1940. Et par cette instauration, les républicains veulent démontrer que ce régime n'est plus une expérience provisoire, mais une solution durable pour la France. Et l'occasion leur est donnée par l'exposition universelle de 1878, dont on a aussi parlé à Bienvenue en Île-de-France, qui est organisée à Paris. Cette grande manifestation rassemble 16 millions de visiteurs. Elle ouvre le 1er mai. Et on vient y admirer les progrès de l'industrie, de l'art français, des techniques. Outre le Champ de Mars, elle occupe la colline de Chaillot. On édifie, on en a aussi parlé décidément, le fameux palais du Trocadéro. Vous nous racontez tellement de jolies choses et vous nous faites tellement bien suivre cette histoire de France que c'est vrai qu'on a déjà beaucoup de contexte. Oui, et c'est vrai que c'est un éternel retour des choses. Mais ça fait plaisir de voir ce palais mauresque du Trocadéro qui n'existe plus aujourd'hui puisque lui a succédé dans les années 1930 celui qu'on connaît. Et toute cette exposition doit montrer au monde que la France, malgré la défaite de 1870, 8 ans plus tard, est redevenue une grande puissance. Est-ce que c'est justement dans ce contexte qu'est née cette grande fête nationale du 30 juin 1878. Exactement. Elle est donc proclamée à l'occasion de cette exposition universelle. Elle est consacrée officiellement à la paix et au travail. La paix puisque on est loin de la brouille avec les Allemands, et au travail parce que l'heure est vraiment à la reconstruction et même au culte du progrès, on peut dire. Donc le choix de ces mots, effectivement, est tout à fait révélateur. Et derrière ce thème, il y a aussi une ambition plus politique qui est de faire aimer la République, qui est encore fragile. Et donc cette journée constitue en quelque sorte une sorte de répétition générale avant l'instauration officielle du 14 juillet, à laquelle on commence à penser comme fête nationale, mais qui n'interviendra que 2 ans plus tard. Alors qu'est-ce qui se passe ce jour-là pour justement commencer à célébrer cette République ? Alors le matin du 30 juin, Paris se réveille sous une forêt de drapeaux tricolores. Les façades, les balcons, les fenêtres, les commerces sont pavoisés. Les rues du centre de la capitale deviennent de vrais couloirs. On le voit à l'écran et on va parler évidemment de ce tableau, de couloirs de bleu, blanc, rouge. Incroyable. Des défilés militaires sont organisés, la foule est immense, il y a des concerts, des illuminations, toutes choses qu'on va retrouver très vite dans le 14 juillet, ainsi évidemment que des feux d'artifice. Pour beaucoup de Parisiens, c'est la première grande célébration républicaine à laquelle ils participent, parce que la Première République, c'était sous la Révolution, la Deuxième République, c'était en 1848, donc il n'y a pas beaucoup de personnes qui s'en souviennent 35 ans plus tard. L'idée, c'est de créer un sentiment d'appartenance, non ? Oui, c'est vraiment un sentiment d'appartenance, quelque chose de nouveau, on veut célébrer une communauté nationale. Et vous l'avez dit très justement, il y a 2 tableaux qui vont immortaliser ce jour. Celui-ci est absolument magnifique. Oui.
Les deux tableaux sont de la main de Claude Monet, grand peintre évidemment que tout le monde connaît. Ce qui est intéressant, on va voir le suivant tout à l'heure, ce sont des tableaux qui fonctionnent en paire. Donc le premier que nous avons à l'écran, c'est la rue Montorgueil. Et Claude Monet, en fait, depuis une fenêtre, depuis un balcon d'un particulier, il observe l'agitation de ces deux rues, rue Montorgueil, rue Saint-Denis, au cœur de Paris, au cœur de cette journée. Et il entreprend, voici la rue Saint-Denis, de saisir sur la toile ce moment absolument exceptionnel. Donc la rue Montorgueil, c'est au musée d'Orsay, et la rue Saint-Denis que nous avons à l'écran, c'est au musée des Beaux-Arts de Rouen. Et c'est aussi intéressant parce que Claude Monet, pour tout le monde, c'est le peintre du grand air des nymphéas. En fait, les nymphéas, la Normandie, ça va venir plus tard. À cette époque, en 1878, Claude Monet, qui est un vrai Parisien, ses 4 grands-parents sont parisiens, c'est un peintre qui aime représenter Paris, et notamment le nouveau Paris. C'est pas comme ça qu'on l'imagine spontanément. Non, on pense au peintre du grand air, mais ça a été aussi un peintre à sa manière de la vie urbaine. Et à première vue, ces tableaux semblent simples, certes réalisés d'une main de maître, mais simple, une rue parisienne, une foule, des drapeaux. Pourtant, leur force, elle est considérable. Et la preuve, c'est qu'on s'en souvient toujours aujourd'hui avec beaucoup de force. Oui, parce qu'en fait, Monet décale le regard. Il ne choisit pas de peindre la partie officielle de la fête, mais donc ni les tribunes, ni les personnalités politiques qui défilent. C'est la rue qu'il peint. C'est la rue elle-même. Voilà, la rue, les gens, la ville devient le sujet principal. Et donc, vu d'en haut comme il se trouve, la foule apparaît comme une sorte de matière mouvante, presque abstraite. On voit des silhouettes individuelles, mais elles disparaissent finalement dans une sorte de vibration générale de couleurs et de lumière. On voit dans cette rue Montorgueil que les drapeaux occupent presque tout l'espace. C'est ça dont on se souvient finalement, c'est les drapeaux. Et ce sont les drapeaux. C'est une toile remplie de drapeaux qui emplissent l'espace, qui ont l'air de flotter au-dessus de la chaussée, au-dessus de toutes ces petites fourmis humaines qui sont tout en bas. Avec une touche relativement nerveuse quand même. Oui, c'est une touche très rapide, très nerveuse. Ça part comme des petits coups de fusil qui donnent le sentiment que vraiment le vent est en train, sous nos yeux, d'agiter tous ces drapeaux. Rien n'est figé, tout palpite, c'est une toile absolument vivante. Et c'est vrai que ça donne tout de suite cette impression de fête et de mouvement. Oui. C'est une approche qui est typiquement impressionniste. Oui, c'est exactement le style de Monet, le style des impressionnistes, puisque Monet, comme ses confrères, cherche à saisir un instant, une émotion, dans ce qu'elle peut avoir de fugace. Qu'est-ce qu'il y a de plus fugace que les plis d'un drapeau agité par le vent, mais également aussi une émotion collective, parce que derrière, il y a tout le sens politique de cette fête. Cette émotion est-elle fugace, elle aussi? Ah, ça, l'avenir le dira, mais bon, les drapeaux, en tout cas, deviennent des petites taches colorées qui rythment comme ça la composition. Alors, des historiens de l'art, justement, ont vu dans cette représentation l'expression discrète d'une sympathie de Monet pour les idéaux républicains. Alors, Monet est plutôt de sensibilité républicaine, mais il est surtout pas très politisé. Oui, il donne avoir l'idée d'une France moderne qui s'inscrit dans... C'est pas un peintre militant. Oui. C'est pas un peintre militant. Il peint le Paris de la modernité, le Paris des grands boulevards, de la gare Saint-Lazare, du baron Haussmann. Mais voilà, ce qu'il a pu vouloir donner, c'est ce visage d'une France moderne, indépendamment du message politique. Et l'autre tableau, la rue Saint-Denis, que moi, personnellement, j'apprécie moins, mais... Oui, parce que les couleurs sont un petit peu plus sombres. En fait, c'est une vision assez proche de la rue de Montorgueil, mais avec une perspective encore plus accentuée, parce que la rue semble se transformer en un fleuve humain. On dessine à peine les personnages. Les drapeaux sont encore plus présents. Ils sortent encore plus visiblement des fenêtres. Oui, on dirait une canopée de part et d'autre de la rue, qui en plus est assez tortueuse. Mais ils ont un petit côté de flammes colorées qui ont l'air d'être suspendues dans l'air. Monet réussit dans cette toile à faire sentir à la fois la densité de la foule et la légèreté de l'instant. Et ces œuvres, elles possèdent aujourd'hui une valeur historique qui est presque aussi importante que leur valeur artistique, qui est indéniable. Oui, parce qu'en réalité, ça n'est pas seulement une rue parisienne du 19e qu'on contemple, mais vraiment d'un moment charnière de celui dont on parlait, où la République cherche à s'enraciner. Et 2 ans après, ce sera le 14 juillet, et cette fête du 30 juin 78 va tomber dans l'oubli. Elle va avoir une prolongation à travers le 14 juillet et la construction des symboles républicains, les drapeaux tricolores, la fête populaire, la confiance dans le progrès. Le génie de Monet, c'est vraiment d'avoir voulu transformer, d'avoir réussi à transformer cette journée politique en une journée universelle, d'une foule rassemblée dans un instant de fête qui se confond avec la couleur et la lumière. J'ai adoré qu'on parle autant d'histoire et d'art. C'est vrai que les deux s'alimentaient extrêmement bien et que ça nous a permis de redécouvrir cette date particulière qui a, vous l'avez très bien rappelé, cette fête du 30 juin 1878, rapidement disparue. Merci beaucoup, Geoffroy Caillé. À très vite, bien sûr. Et moi, je vous donne rendez-vous demain dans Bienvenue en Ile-de-France à 19h. Excellente soirée.